Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous recevons aujourd'hui Charles Piquet, président du Parlement bruxellois. Bonjour. Bonjour. On approche du 22 mars, une grande journée de commémoration qui s'annonce. Vous participerez à ces événements ? Oui, évidemment, ces événements sont douloureux. Je pense qu'il faut vraiment commémorer ces événements pour montrer les séquelles, les conséquences terribles de ces actes qui font monter en moi une colère qui doit être comparable à ce que ressentent beaucoup de gens. Et donc, il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé, il faut tirer toutes les leçons de ce qui s'est passé. Oui, en même temps, il y a la nécessité de commémorer et puis un sentiment que certains spectateurs nous disent, c'est-à-dire on n'a pas envie de se replonger là-dedans, on peine à tourner la page. Est-ce qu'il faut nécessairement remettre plein feu là-dessus ? Je pense qu'il faut surtout essayer d'inspirer auprès de la population en faisant ça aussi plus de confiance dans l'avenir. Et pour ça, il faut se doter de moyens, il faut avoir des méthodes d'action qui permettent de prévenir ce genre de choses, parce que nous ne sommes jamais à l'abri, évidemment, d'autres attentats, d'autres agressions. Et vous avez l'impression qu'on a pris la mesure ? Bruxelles a changé depuis un an ? Pour moi, on ne mettra jamais assez de moyens pour pouvoir défendre la démocratie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais attention, moi j'ai une colère, une fureur totale vis-à-vis de ceux qui ont posé ces actes, mais il faut que nous soyons très conscients en ce qui concerne ceux qui n'ont peut-être pas inspiré ces actes, mais ceux qui ont conditionné les esprits de ceux qui ont commis les actes. Aller très loin, aller très loin, aller très loin. Ça, c'est grave. Ça, c'est un GSM en plateau. Oui. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Et je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est de pouvoir identifier et repérer ceux qui, à un moment donné, créent les conditions qui font que des esprits dérivent dans ce genre d'actions et d'actes monstrueux. Alors tout ça crée une ambiance compliquée. On le voit, 2017, on dit l'année de tous les dangers en Europe face aux différents populismes, avec plusieurs échéances, la France, l'Allemagne, et puis là, il y a eu les Pays-Bas. On a dit tout le monde, oh, c'est bien, aux Pays-Bas, c'était finalement une certaine victoire, mais une victoire un petit peu palote quand même. On voit que le parti de Geert Wilders arrive quand même en deuxième position, à bien progresser. Oui, tout à fait. J'ai vu un titre de journal, l'extrême droite est battue, mais ce n'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Je pense d'ailleurs qu'on a commis un certain nombre d'erreurs en mettant trop en avance le duel entre le Premier ministre et Wilders. C'est quand même bizarre qu'on ait surtout consacré ce choc entre les deux, faisant une publicité extraordinaire à Wilders, alors qu'il y avait un parti qui a beaucoup perdu, qui est le Parti travailliste, qui était important quand même, qui aurait dû participer à ces débats. Alors la question du populisme, le populisme c'est le résultat de la peur, c'est le résultat aussi de ce que on est dans une société où des identités se marquent très fort. Alors d'autres identités en réponse commencent à se manifester aussi, c'est très dangereux. C'est la mondialisation aussi, et les incertitudes d'un monde mondialisé. Je pense qu'il y a beaucoup de peur là-dedans, mais il faut écouter les gens, parce que le mot populisme m'effraie toujours un peu. Si le populisme, ce sont les dérives extrêmes qu'on connaît, ok, mais écouter les gens, ne pas mépriser non plus l'expression des gens, c'est important, et savoir lutter contre les simplismes, les raccourcis qui amènent à des caricatures comme on connaît dans les discours. Ouais. Est-ce que la gauche ne peine pas un peu à s'y retrouver après des décennies de pouvoir, après de nombreuses coalitions hétéroclites, retrouver un peu un projet, une identité forte par rapport à cette problématique ? Alors la grande question, vous la voyez bien, dans presque toute l'Europe, la social-démocratie est en déconfiture. C'était quoi la social-démocratie ? C'est quoi ? C'est d'essayer de concilier quand même le rôle d'un État qui est actif, mais qui est aussi parfois interventionniste, qui régule les choses, et évidemment aussi s'accommoder du fait que, il y a une économie de marché. La social-démocratie doit revenir à ses fondements. Elle doit être beaucoup plus radicale parce qu'elle fera des déçus. Elle donnera le sentiment de l'impuissance. Et moi, je suis un social-démocrate. Je pense qu'il faut pouvoir concilier le rôle de l'État, du pouvoir public, de la puissance publique, avec évidemment certaines règles du marché qu'il faut pouvoir canaliser, qu'il faut pouvoir encadrer. Mais de temps en temps, certains excès doivent être dénoncés. Il y a une sorte de radicalité aussi, plus douce que la radicalité des extrêmes, qui doit
redonner naissance à cette social-démocratie. Mais est-ce qu'elle n'est pas en perte de crédibilité aussi quand on voit les affaires, Publifin, tous ces problèmes-là qui, pour l'instant, arrivent un petit peu à la surface et notamment... pas propre à la social-démocratie. Non, mais par rapport à pas mal de partis. Mais ça, c'est la politique en général. Ça fragilise le monde politique et les partis qui sont au pouvoir depuis longtemps. Évidemment. Et donc, c'est tout le problème, évidemment, de la déontologie, de l'éthique en politique. Et peut-être que les événements qui se passent maintenant, il faut parfois positiver aussi. Bon, on entend parler d'un tas de choses, on dénonce à juste titre certaines pratiques et tout ça. Ben, ça peut pousser à un ressaisissement aussi. Hein. Donc, on a, si et là... Vous avez ce sentiment-là dans votre parti, par exemple? Oui, je pense. Parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas la perte de voix aux élections, c'est beaucoup plus fondamentalement la crédibilité de la démocratie et de son système. Et donc, je crois qu'on prend la mesure du fait que ça va beaucoup plus loin que les intérêts partisans. C'est tout le problème de la confiance des citoyens dans la démocratie. Moi, je suis frappé, par exemple, de voir un sondage en France où 40% des jeunes de moins de 30 ans ne croient plus vraiment à la démocratie et sont prêts à accepter des processus plus autoritaires, etc. Vous vous rendez compte où on en est. Donc maintenant, il ne s'agit pas de sauver tel parti ou tel parti, il s'agit de sauver la crédibilité de la démocratie et du système qu'elle représente. Parce qu'il y a des changements de règles qui sont pour l'instant à l'étude, on va en parler, mais à un moment, on a l'impression qu'il y a simplement un manque de bon sens dans le chef des politiques. On ne peut pas avoir des salaires, si on prend le cas de la SRIB pour le comité de direction, on ne peut pas atteindre des salaires comme ça n'est pas correct, même si c'est légal. Oui. C'est certainement le problème des plafonds qui est à l'ordre du jour dans les groupes de travail. J'en préside un notamment au Parlement bruxellois. C'est donc le plafond des rémunérations, c'est vrai. Le gros problème sur lequel on bute, et on bute toujours en politique, c'est le problème suivant. C'est que on ne peut pas dire que tous les politiques seraient simples. Tous les hommes et les femmes politiques seraient sympas. Il y en a qui sont d'un apport très précieux pour le fonctionnement de la démocratie, de la vie économique, de la vie sociale. Il y en a d'autres qui participent pas tellement activement, etc. Il faut donc absolument qu'on puisse promouvoir cette obligation de travail, de rigueur. Je vais prendre un exemple. On a des administrateurs publics, donc des administrateurs dans les intercommunales, ou bien dans des sociétés mixtes, etc. J'avais introduit notamment l'obligation de faire rapport, quand on était administrateur, rapport de ce qui se passait dans les intercommunales où on était représenté. Et ça se fait dans des conseils communaux, il y en a qui entendent les administrateurs dire « Ah, voilà les problèmes qu'on rencontre, etc. » Mais nom de diable, il y en a beaucoup là-dedans qui devraient suivre une formation et suivre une formation pour comprendre au moins ce qui se dit dans un conseil d'administration. Parce qu'il y en a qui n'ouvrent qu'à peine l'ordre du jour, etc. Donc, voilà, c'est injuste. Il y a des parlementaires, moi je le vois comme président du Parlement, des parlementaires qui honorent vraiment bien leur mandat et d'autres qui sont même un peu distraits. Alors, si on prend le cas précis de la Société régionale d'investissement bruxelloise, la SRIB, on voit que le système a été mis en place avant la création de la région, mais après, vous avez présidé beaucoup de gouvernements. On ne s'est jamais posé la question d'aller voir ce qui se passait, quel était le montant. Là, vous n'avez jamais analysé ça? Non, parce que ça reste évidemment à l'intérieur du cercle d'organisation et de décision de la société elle-même. Mais la région est actionnaire à plus de 70%. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut des rapports plus précis sur ce qui se passe à l'intérieur de ces structures. Et surtout quand c'est des structures dérivées. Vous avez une société sur laquelle vous avez une tutelle, mais tout ne remonte pas, évidemment, comme décision vers la tutelle. Mais si cette société, on l'a vu évidemment en Wallonie, crée une autre société, vous n'avez pas de regard sur ce qui se passe. Et donc, c'est pour ça que les administrateurs doivent faire plus rapports et que je crois que dans le travail parlementaire, il serait intéressant, de temps en temps, d'auditionner les administrateurs en commission, d'auditionner les administrateurs de tous ces organismes et pouvoir aller jusqu'à un certain degré de détail dans les décisions qu'ils ont prises. Une question précise quand même sur ce dossier de la SRIB. Le soir, cette semaine, sortait un article disant qu'en 2012, la région a supprimé des incompatibilités de fonctions. À ce moment-là, vous présidiez le gouvernement. Pourquoi est-ce que vous avez fait cette suppression? Eh bien, c'était dans le bon sens. Pourquoi? Il n'y en a pas eu d'autres qui ont été mises en place. Oui, mais ce que je veux d'abord dire,
qu'est-ce qu'on a permis? C'est que des gens du privé viennent et entrent dans les structures de gestion de la SRIB. Souvent, on entend le procès, on a été pris en un politique qui n'a pas de formation, pas d'expérience, on le met dans une structure économique où il participe à des décisions. Mais dans une structure mixte économique, il faut prendre des gens qui ont l'expérience du privé. Et c'est ce qu'on nous avons permis en abrogeant cette incompatibilité. Parce que voilà, souvent on dit c'est parce qu'il a un mandat politique qu'il est rentré dans un conseil d'administration, mais finalement il ne connaît rien et il n'a pas été formé pour. C'est pour ça qu'il faut faire venir à nous aussi des gens du privé quand on a décidé de mener des projets économiques. Ouais. Le groupe de travail que vous présidez donc, au Parlement bruxellois sur la gouvernance, on en est où dans le travail? Est-ce qu'il y a déjà des décisions prises? Alors d'abord, il y a une bonne ambiance, c'est constructif jusqu'à présent, hein, ça peut toujours déraper, mais il y a un esprit constructif, il y a des partis de majorité et d'opposition dans ce groupe. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites dans le temps. Il y a des règles sur le plafonnement de certaines rémunérations, sur la déclaration de mandat et tout ça. Il y a des choses qui existent. Je crois qu'on peut améliorer encore ce qui existe. Je pense notamment à la transparence. Bon. Et je pense aussi au conflit d'intérêts. Parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On voit parfois des gens qui, dans les parlements, dans les conseils communaux, sont amenés à s'exprimer sur un certain nombre de décisions, de projets. Il faudrait être sûr qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Je ne vais pas revenir sur certaines affaires dont on a parlé. Et je crois qu'il faudrait avoir un organe de contrôle qui dispose d'informations sur, par exemple, les rémunérations que vous recevez par ailleurs et qui peuvent démontrer à un moment donné un conflit d'intérêts. Et pas seulement demander à une commission de déontologie un avis préalable, parce que certains ne vont pas le demander. A posteriori, ce qui se pratique. Je pense qu'il faut qu'un organe dispose de beaucoup de données. Je comprends, des avocats me disent, on ne va quand même pas donner le nom de nos clients pour ça. Mais non, mais savoir au moins, on doit pouvoir savoir dans quel secteur ils ont travaillé. Et je crois que les conflits d'intérêts sont quelque chose qui, malheureusement, ne sont pas toujours perceptibles à travers la transparence qui existe aujourd'hui. Ouais. Vous aboutirez pour l'été comme prévu? Alors on va essayer de régler d'autres problèmes, comme la représentation de l'opposition dans les organismes publics aussi. Il y aura des choses qui seront faites probablement avant les vacances de Pâques. Et puis les grandes vacances sont l'échéance. Il faut sortir avec des nouveaux textes à ce moment-là. Voilà, donc on en reparlera à cette occasion-là. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Voilà. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et sorry pour les gestes. Demain, ça va, vous êtes pardonné. Demain, dans Les Experts, les invités seront Isabelle Durand et Gaëtan Van Guatsenhoven. Bon week-end à tous.